collectionneur de plein de choses. Il le dira peut-être pas non plus, mais en tout cas, on sait qu'il a une belle collection d'affiches d'Alechinski, et en même temps, on a Francis Joubert, que vous voyez donc exposé au CIMES, ici, les œuvres, les couvertures, et qui, lui, est un artiste qui collectionne, mais qui collectionne uniquement des affiches d'Alechinski. Alors, collection unique d'un artiste, collection multiple d'un passionné, il faut les écouter et dire, mais c'est quoi ce virus? Voilà, je vous cède la parole. Merci beaucoup Yves. Et merci effectivement de m'avoir proposé aussi, avec les autres organisateurs d'Artour, de rédiger le catalogue la préface de ce catalogue d'exposition. C'est effectivement un tour de force et une gageure que d'écrire une préface pour une quarantaine d'expositions qu'on n'a pas vues. Donc voilà, donc ça demande un petit peu d'imagination et un petit peu de réflexion sur le thème qui était effectivement celui de la collecte, de la collection, du collectionneur. Tout cela se tient. Et donc, comme l'a dit également Yves, je suis sociologue de formation et de métier. Je m'intéresse d'assez près depuis longtemps au fonctionnement du monde de l'art, de ses différents acteurs, si je puis dire. Donc je vais commencer peut-être par une petite réflexion toute simple, mais introductive, de nature sociologique, en disant donc de manière effectivement très basique que ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que, en tout cas dans le monde de l'art contemporain certainement, être collectionneur aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus qu'une simple occupation, voire qu'une passion privée qui s'exercerait en toute discrétion, ce qui était souvent le cas jusqu'à pas si longtemps. Les collectionneurs étaient des gens plutôt discrets, donc qu'on ne connaissait pas, qui étaient plutôt donc, dans l'ombre, qui ne tenaient pas trop à ce qu'on vienne non plus les embêter. Donc voilà, mais c'était évidemment déjà les acteurs centraux du monde de l'art, bien sûr. Mais enfin voilà, c'était plutôt donc un monde un peu feutré, un peu discret, des gens qui ne s'exposaient pas trop. C'était également des amateurs, plus que des professionnels, hein, des amateurs plutôt éclairés, plutôt distingués, je dirais. Aujourd'hui, les choses ont changé, non pas qu'ils ne soient plus ni éclairés ni distingués, bien entendu, mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des collectionneurs, peut-être aussi particulièrement en Belgique, à Bruxelles, où peut-être que le nombre de collectionneurs et l'importance des collectionneurs est inversement proportionnel à la présence d'un musée d'art moderne et contemporain. Donc oui, mais tout se tient là aussi, je pense, il faut le dire, il faut le rappeler. Mais donc c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, les collectionneurs, lorsqu'on dit de quelqu'un c'est un collectionneur, effectivement, il y a toute une aura comme ça qui se développe autour de ces personnages, parce qu'effectivement, ce sont bien des personnages. Ce sont des personnages aujourd'hui connus, bien connus, reconnus. Ce sont des figures publiques, ça c'est un grand changement. Aujourd'hui, les grands collectionneurs sont des figures publiques, dont presque des people, comme on dit, hein, des gens qu'on voit dans les magazines, qui sont dans toutes les inaugurations, qu'on photographie, qui donnent des interviews. Ce sont des personnages respectés, voire redoutés. Et bien sûr, ce sont toujours des acteurs majeurs du monde de l'art, ce qu'ils ont encore une fois toujours été, monde de l'art sur lequel ils exercent une véritable fascination, une influence aussi de plus en plus importante, de plus en plus prégnante, allant pour les plus ambitieux d'entre eux jusqu'à dicter leur choix aux galeristes. Hein, c'est eux qui vont plus ou moins conseiller les galeristes finalement, puisque au bout du compte, au bout de la chaîne, c'est eux les acheteurs, donc quelque part ils sont bien informés sur le goût du public et donc sur ce que ces galeristes devraient montrer. Imposant parfois leur loi aussi à la critique, concurrençant les musées publics avec leurs très riches collections parfois, et jouant même parfois un rôle officieux de ministre de la Culture. Certains, effectivement, certains grands collectionneurs internationaux en ont eu l'ambition. Alors, je ne pense pas que nos deux amis collectionneurs ici présents se reconnaîtront totalement dans ce portrait, portrait un peu charge, évidemment, du collectionneur, mais précisément, je
voudrait profiter de l'opportunité assez rare de profiter de l'occasion de pouvoir nous entretenir avec deux collectionneurs notables d'estampes ou d'affiches de Pierre Alechinsky pour tenter de mieux cerner quel type de collectionneur vous êtes, l'un et l'autre. Car il existe certainement autant de collections ou de collectionneurs qu'il y a de collections. Et puis je voudrais essayer de faire ça effectivement à travers une double question qui sera donc le fil conducteur de cette discussion. Et rassurez-vous, je vais vous céder la parole très vite. Donc, première question de savoir qu'est-ce qui constitue une collection. Donc, effectivement, Yves va parler du passage à la seconde pièce, au second achat, mais est-ce que c'est le fait d'acheter de manière aléatoire, itérative ou comment dire, au contraire obsessionnelle, quelque chose qui fait une collection? Est-ce que c'est parce qu'on a plusieurs pièces? Est-ce que c'est le rassemblement d'objets plus ou moins rares qui constitue une collection? C'est quoi une collection finalement? C'est pas si évident que ça. Je crois que pour chaque collectionneur, effectivement, ça a un sens et une signification et une résonance différente. Donc, qu'est-ce qui constitue une collection? Et à travers cette première question, la seconde, qui lui est évidemment tout à fait associée, qu'est-ce qui fait un collectionneur? Donc, voilà, mon intention ici, c'est de vous poser effectivement quelques questions comme ça, mais sont en guise de relance aussi, c'est pas du tout un quiz, rassurez-vous. Non, parce que je sais que vous étiez peut-être un petit peu inquiet en voyant la nature du texte d'introduction et en vous demandant si on allait vous cuisiner, mais non, pas du tout, on va au contraire vous écouter avec grand plaisir. Alors, un premier constat qui me frappe, moi, et c'est presque un paradoxe, c'est justement que autant la figure publique du collectionneur est assimilée aujourd'hui à un statut et à un rang social plutôt enviable, autant sur le plan psychologique, et rassurez-vous, je ne vais pas vous entraîner sur le plan psychanalytique, sauf si vous voulez nous confier des choses de l'ordre de l'intime, mais ça vous regarde. Sur le plan psychologique, effectivement, la pulsion collectionneuse, le type humain du collectionneur demeure toujours associé dans notre esprit, dans la représentation collective, à une personnalité compulsive, obsessionnelle, possessive, jalouse, pour tout dire vaguement inquiétante, je dois bien vous le dire. Et pourtant, en même temps, c'est vrai aussi qu'on a tous le souvenir, la mémoire d'avoir été pressés en étant très jeune, encore à l'école, sur les bancs de l'école, dans la famille, de constituer une collection. Au même titre qu'on nous demandait de faire un herbier, de constituer un herbier, on nous a incités effectivement à collectionner des choses, collectionner des timbres, collectionner des pièces de monnaie, collectionner toutes sortes de choses. C'est donc que nos parents, comme nos maîtres, devaient être persuadés qu'il entrait dans cette activité de collecte et de classement quelque chose de tout à fait différent et même de contraire à cette manie. Ce n'est pas qu'une manie, c'est aussi un dispositif pédagogique, en tout cas pour les plus jeunes, bien sûr, un dispositif pédagogique qui est censé encourager, développer l'esprit de curiosité, l'inventaire raisonné du monde, l'exploration du monde, le sens de l'observation, de la comparaison, donc l'esprit critique aussi, quelque chose aussi de la détermination, d'essayer de nous insuffler quelque chose de déterminé dans l'existence, un esprit de compétition, pourquoi pas, d'un savoir encyclopédique, et surtout la faculté de penser, puisque comme on le sait, penser est intimement lié à la fonction de classer. Alors je suis aussi un peu enclin à penser que le sort que nous avons réservé chacun à ces collections précoces pourrait bien être révélateur du type de collectionneur que nous sommes forcément tous, à des titres et à des degrés divers et variables, bien sûr. Alors une première question qui me vient à l'esprit pour nos deux collectionneurs ici présents serait de leur demander si, comme le veut la légende des artistes, qui, comme on dit, ont commencé tout petits à dessiner dans leur cahier, est-ce que vous-même, vous avez contracté cette vocation collectionneuse très jeune, ou s'il est survenu plus tardivement? Et sur quels objets s'est initialement portée cette passion, cette pulsion collectionneuse, pour autant qu'elle se soit manifestée sous cette forme? Alors je ne sais pas qui veut commencer à nous dévoiler un petit peu de lui-même.
J'ai envie de commencer par dire que par rapport à tout ce qui a été dit concernant les collectionneurs, nous avons l'intention de ne pas nous laisser faire, parce qu'il y a eu une description relativement pathologique du collectionneur et de la collection. Non, c'est une boutade, mais tout ce volet, enfin, moi je ne me sens pas très concerné par ce côté obsessionnel, si on veut, de la collection. Là où je suis tout à fait d'accord, c'est que je pense effectivement qu'il y a en nous, et très petit déjà, une sorte d'instinct humain de posséder et de rassembler des affaires. Quand on m'a demandé de participer à cette réunion d'aujourd'hui, je me suis un petit peu demandé depuis quand suis-je collectionneur et je collectionnais des choses. Et la réponse est tout à fait affirmative. Je me souviens très bien à l'école primaire d'avoir collectionné des billes. Je me souviens après d'avoir collectionné des petites images de footballeurs. À l'époque, je crois que c'était dans le Chocolat Jacques. Et puis après, lorsque j'étais étudiant, je me souviens aussi qu'un mur entier de mon cote était tapissé de ce qu'on appelait à Louvain des ronds-de-boc et qui étaient en fait ces petits cartons de bière qu'on trouve dans les cafés. Donc de ce côté-là, certainement, j'ai dû commencer à collectionner très, très jeune. Voilà, pour la partie est-ce inscrit dans nos gènes. Et étiez-vous déjà aussi un collectionneur spéculateur? Vous revendiez vos billes ou... On échangeait, si, puisque le principe était de se procurer, si je me souviens bien, les grosses billes. On jouait avec des petites billes au pied des arbres dans ces grandes ferrailles qui entouraient les arbres. Et puis quand on gagnait ou on en éjectait un, on recevait une grosse bille. Et ça, c'était le trophée, évidemment, on collectionnait les grosses billes. Je ne sais pas si tu as collectionné les grosses billes, mais enfin, je vais te laisser expliquer. Merci. Eh bien, écoutez, je vous jure que nous ne nous sommes pas concertés avant cette séance. Et ce que j'avais à vous dire vient d'être dit. J'ai commencé à collectionner les billes parce que je me suis demandé si finalement tout le monde n'a pas en soi quelque part un petit aspect d'amateur à collectionner. Et donc, effectivement, j'ai collectionné les billes, comme M. Floubert vient de le dire. Et il n'y a rien de psychanalytique là-dedans. Et non. Mais je voudrais ajouter une précision complémentaire, c'est que j'adorais les billes parce qu'elles étaient très colorées. Il y avait du jaune, il y avait du bleu, il y avait du vert, il y avait du rouge. Elles étaient magnifiques, ces billes, dans leurs couleurs. Et à la même époque, en quelque sorte, je suivais des cours préparatoires, puisque j'avais 5 ans ou 6 ans, et l'enseignante m'apprenait à faire des tressages avec des bandes de beaux papiers lustrés, jaunes, rouges, bleus, etc. Et ça donnait des ensembles colorés merveilleux. Et donc, au départ des billes et au départ de ce que l'on m'a appris à l'école gardienne, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait la couleur. Ça, je peux le dire très sincèrement. Et puis, par après, on fait des études plus lointaines et on apprend à s'intéresser aux grands peintres historiques ou contemporains, peu importe. Et à un moment donné, quand on a 17, 18, 19 ans, c'était mon cas, en tout cas, le symbole de l'affiche, le symbole de la collection commençante, c'était de réunir une série de couvertures de revues qui avaient été dessinées par Jean-Michel Follon. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser et à vouloir rassembler de plus en plus de documents qui avaient été peints, dessinés, reproduits, et dont Jean-Michel Follon était l'auteur.
Et puis voilà, la vie a repris le dessus, il fallait poursuivre les études, il fallait travailler, etc. Et pendant très longtemps, avant 35 ans certainement, je n'ai plus eu la passion de conserver des choses et de réunir des choses récoltées à gauche et à droite. Cependant, je n'ai pas voulu m'éloigner de ce qui était artistique et j'avais été très sensibilisé par la photographie. Et pendant des années, je me suis passionné pour la photographie, notamment pour un collègue du conseil d'administration du Délibule, Georges Vercheval, qui est d'ailleurs le créateur du très beau musée de la photographie à Charleroi. Et puis après, voilà, il se fait que, travaillant à Bruxelles, j'avais l'occasion de fréquenter des galeries et d'aller visiter des expositions qui se déroulaient aux Beaux-Arts ou ailleurs. Alors, je vais laisser notre interlocuteur nous poser de nouvelles questions, et puis je vous en dirai plus après avoir cédé la parole à mon ami. Peut-être, M. Glaubert, voulez-vous préciser quel est le lien entre le chaînon manquant entre les billes et Alechinsky? Oui. Donc, moi, j'ai eu un creux aussi au point de vue collectionneur. Je crois que c'est à peu près vers le même âge que j'ai commencé à collectionner. Et j'ai collectionné une revue qui était passionnante, qui était éditée par Maagd, et qui, à l'occasion de ces expositions, éditait un catalogue absolument magnifique. Et je me souviens fort bien, je n'avais pas encore une collection tellement importante, mais je me souviens, c'était un numéro de 1981 qui était en fait consacré à Alechinsky. Derrière le miroir, dans la collection, effectivement, Derrière le miroir. Et ça a été en fait le déclenchement de mon intérêt pour collectionner non plus ces revues Derrière le miroir, mais commencer à collectionner les affiches d'Alechinsky. Donc ça a été un petit peu le début. En plus, j'avais une grande facilité pour le faire, puisque d'une part, je suis louviérois. Non seulement je suis louviérois, mais j'habite à 100 mètres des Balthazar. Donc, il m'était relativement facile, effectivement, d'aller à la source, me procurer pas mal d'affiches. L'intérêt, en allant chez Balthazar, c'est qu'on savait ce qu'on allait trouver, donc on y allait sans stress. Et j'y pense parce que le collectionneur peut souvent être victime d'un certain stress. Je pense à ce qu'il découvre sur Internet, avec une date limite. On est le dernier preneur, on se dit ça y est, c'est gagné, et puis à 3 minutes de la fin, quelqu'un enchérit, et puis vous perdez. C'est la même chose en vente publique, par exemple. Hein. Il y a à Bruxelles aussi des spécialistes pour ce genre de vente. Et puis, voilà, on décide en général d'un certain montant. Là aussi, on surenchérit. Et puis, pour finir, il y a quelqu'un avec sans doute d'autres moyens qui finit par emporter la pièce rare. Alors, je voudrais enchaîner justement, puisqu'on en vient maintenant au cœur du sujet, donc votre collection des stands d'affiches d'Alechinsky, dont l'inventaire n'est pas clos d'ailleurs, donc il y a encore matière à collectionner. Et justement, pour vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a et quelle serait la logique qui préside à votre manière de collectionner précisément. Qu'est-ce que vous recherchez en premier? Quelle satisfaction aussi tirez-vous de vos découvertes? Et est-ce que vous pouvez nous dire quelle est, par exemple, la pièce de votre collection qui vous a apporté le plus de fierté ou de satisfaction? Je vais refaire un petit pas en arrière, si vous permettez, comme ça je ferai la jonction avec mon approche d'Alechinsky. Comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, je visitais beaucoup les galeries à Bruxelles, et j'ai eu l'occasion de découvrir
des peintres comme Gaston Bertrand, Jodelao, Collignon et toute une série d'autres artistes, et notamment Jean Millot, dont j'ai oublié le véritable nom. Jean Millot, c'était son nom d'artiste. J'ai eu avec Jean Millot un coup de foudre parce que je retrouvais le plaisir de la découverte des couleurs dans mes billes 25 ans plus tôt ou 30 ans plus tôt dans les tableaux de Jean Millot. Et je suis allé voir plusieurs expositions de Jean Millot, et il se fait que c'était dans le cadre de la jeune peinture belge, et il y avait des Alechinsky aussi à ce moment-là. Et je trouvais qu'Alechinsky il avait un abord difficile, que Jean Millot ne m'imposait pas. Et puis, les choses aidant, Alechinsky a organisé des expositions à Bruxelles. Je me suis forcé à m'intéresser à son travail parce que je trouvais chez lui une couleur que j'adorais. Et à la fin, je suis devenu un chercheur d'affiches d'Alechinsky. Évidemment, j'aurais préféré être un chercheur de ces tableaux, mais ça ne m'était pas abordable. Donc, je suis entré dans l'œuvre affiche d'Alechinsky en passant par le canal de la jeune peinture belge. Et là, je voudrais rendre un bel hommage à Jacqueline Balthazar et à André, que j'ai découvert sur le stand de la Foire du Livre à Bruxelles, arborant de magnifiques reproductions des affiches d'Alechinsky. Et grâce à cela, une amitié est née, on s'est rencontrés souvent. Jacqueline, qui avait une richesse dans ses collections extraordinaires, m'a permis de bâtir la collection à laquelle je n'ai cessé de m'intéresser et de m'accrocher depuis maintenant une trentaine d'années. Voilà comment je suis arrivé à entrer en contact avec Pierre Alechinsky. Je dois ajouter aussi que pour être collectionneur, j'en reviens au début, il faut être un peu fou, et que le collectionneur, il passe beaucoup de temps à satisfaire son plaisir de la collection. Et à cet égard, je voudrais ici remercier ma femme, qui pendant des années a dû subir ma passion pour les affiches. Alors voilà, je laisse la parole, nous reparlerons de mon intérêt pour Alechinsky plus loin. Merci. Mais je vais m'empresser de remercier ma femme, sans quoi je risque d'avoir des problèmes en rentrant. Merci beaucoup. Donc, oui, pour répondre un petit peu à la question, il est clair que la pièce la plus importante, celle à laquelle on porte le plus grand intérêt, est probablement celle que l'on n'a pas encore, qu'on a repérée quelque part et qu'on souhaite véritablement avoir. Je pense que j'ai aussi réfléchi à certaines caractéristiques. Que recherche-t-on ? Je crois que ce qu'on recherche évolue aussi en fonction de la durée de la collection. Je pense que lorsqu'on commence une collection, on est surtout attiré par la quantité. On a une affiche, 2 affiches, 3 affiches, c'est la quantité qui nous intéresse. Et puis je pense que les choses évoluent. On finit par rechercher la qualité. Encore que celle qui manque à la collection n'est pas nécessairement la meilleure. Elle peut même être très moyenne, mais le fait est qu'elle manque. Et le troisième qualificatif devient alors la rareté. Et c'est celle-là, évidemment, qui nous imprègne, qui est intéressante et à rechercher et à trouver. Voilà. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, mais je suppose qu'on va en parler, le tout, ce n'est pas de collectionner des affiches, de les classer, d'en prendre grand soin. L'affiche d'Alechinsky, en fait, c'est beaucoup plus que ça.
Elle vous fait voyager. Quand on voit le nombre d'expositions dans tous les pays, les continents du monde où Alechinsky a exposé, on fait un voyage. Quand on ne connaît pas bien le lieu, on se documente, on le découvre. Il apporte plein d'autres enseignements aussi sur le plan des éditions. Il a publié pas mal d'affiches sur les éditions. Donc, collectionner les affiches d'Alechinsky apporte une certaine richesse, et on ne collectionne pas idiot comme ça pour simplement mettre ensemble des affiches et puis simplement les regarder. Moi, pour répondre à cette question, je vous dirais que depuis que j'ai commencé ma collection, j'espère pouvoir un jour trouver le placard qu'il a intitulé « Abstract ». C'est un texte qui a été rédigé par D'autremont, qui était son ami, et illustré par Pierre Alechinsky, qui est repris dans son catalogue des affiches. C'est un placard en quelque sorte. Et cette pièce-là, un jour je l'ai vue en vente publique à Bruxelles, et voilà, ce que vous avez raconté tout à l'heure m'est arrivé. Je suis tombé sur quelqu'un de plus coriace et de plus costaud que moi. Et c'est cette personne qui a acquis Abstract. Mais j'attends, depuis maintenant, ça fait bien 12-13 ans que j'attends qu'on remette en vente publique cette pièce pour pouvoir me la procurer. Et il y en a une autre à laquelle je tiens énormément et que j'aimerais retrouver. C'est une affiche sur une exposition que Pierre avait réalisée en 1971 chez Lens Fine Art à Anvers, et qui représente toute une série de cratères de volcans. Parce que j'ai pratiquement tout ce qu'il a fait où intervient le volcan, mais celle-là, je ne l'ai pas. Mais je la trouverai plus facilement, celle-là. Tandis que Abstract avec D'autremont, ça, je suis sûr que je vais encore patienter longtemps. Eh bien, cette petite rubrique, petite annonce, va me permettre d'enchaîner très logiquement avec une autre question que je voulais vous poser, et qui portait précisément sur les relations que vous entretenez entre collectionneurs des mêmes objets. Donc, quelle relation entretenez-vous avec les autres collectionneurs d'affiches, d'estampes d'Alechinsky? D'abord, les connaissez-vous? J'imagine que vous connaissiez peut-être, mais je n'en sais rien. Est-ce que vous vous fréquentez entre vous? Est-ce que vous échangez entre vous? Est-ce que vous vous surveillez? Est-ce que donc vous entretenez à leur égard une relation de concurrence ou d'émulation? Et au bout du compte, est-ce que vous estimez faire peut-être partie d'une sorte de confrérie? En ce qui me concerne, la relation avec un autre collectionneur d'affiches d'Alechinsky date de maintenant. Donc, je n'ai jamais exposé ni montré mes collections. Je suis un collectionneur secret, solitaire, qui a sa collection. J'en ai rarement parlé. Sauf à Yves qui a appris que j'étais collectionneur et qui a pris des grands risques parce qu'il savait que j'étais collectionneur, mais il ne savait pas du tout comment j'allais pouvoir en parler. Donc voilà. Mais donc je ne partage pas, à part les membres de ma famille, en général c'est assez secret. Je ne sais pas. C'est ton cas. Bien, en ce qui me concerne, c'est la première fois que nous nous rencontrons, bien que notre ami habite vraiment à la porte à côté de chez Jacqueline et André Balthazar, et moi qui viens depuis 25 ans au moins à la rue du Délibule, je n'ai jamais rencontré notre ami, même à un vernissage précédemment. Enfin voilà, je suis très heureux d'avoir fait sa connaissance. Alors, en dehors de cela, je ne citerai pas de nom, je ne regarderai pas la personne qui est ici, qui est aussi collectionneur, un vrai collectionneur d'affiches d'Alechinsky, mais je sais qu'il se constitue une très belle collection.
Il s'est beaucoup approvisionné, je crois, chez Jacqueline également. Et il aime Alechinsky parce que chaque fois qu'il a l'occasion de suivre une exposition ou une inauguration ou la publication de quelque chose, il s'y intéresse. Mais en dehors de ces deux connaissances, personnellement, je ne connais personne qui est aussi collectionneur des affiches d'Alechinsky. Alors, c'est vrai que ça demande du temps, ça demande quand même un certain investissement, surtout quand le peintre lui-même vous dit, tu sais, une affiche, c'est une œuvre que j'ai créée. C'est la même chose qu'un tableau qu'on voit seul sur un panneau. Évidemment, l'affiche, elle est diffusée à un grand nombre d'exemplaires, et donc elle n'a pas la même valeur marchande qu'une œuvre originale, mais il n'empêche que c'est aussi beau. Et on reprochait d'ailleurs à Jean-Michel Follon le fait d'être partout. Mais il avait une réponse. Vous savez, quand je dessine la couverture d'un magazine qui tire à 8 ou 9 millions d'exemplaires, forcément, partout dans le monde, il y a des dessins de Follon qui circulent. C'est le même problème avec Pierre Alechinsky. Il n'aborde pas les choses de la même manière, mais il a fait aussi beaucoup d'affiches, et des affiches qui ont vraiment un très très bel attrait. Alors, je vais peut-être demander à vos épouses de se boucher les oreilles un petit moment pour que vous puissiez répondre à une question un peu plus précise. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des folies pour une pièce que vous vouliez vraiment ? Oui, oui. En tout cas, moi, personnellement, je peux le dire, même devant ma femme, parce qu'elle le sait. Mais c'est vrai que il m'est arrivé de me laisser tenter un peu au-delà de ce que j'avais imaginé au préalable, ça c'est sûr. En réalité, si on veut faire progresser sa collection, la faire vivre, la compléter, eh bien, on arrive à un moment donné où tout ce qui peut facilement se trouver sur le marché, vous l'avez acquis ou vous l'avez échangé. Mais à un moment donné, il n'y a pas de secret, je peux vous dire qu'actuellement, j'ai 148 affiches sur les 165 que Pierre Alechinsky a créées. Mais les 17 dernières qu'il me faudra trouver, là, je vais mettre du temps et peut-être beaucoup d'argent, mais je ne sais pas si je me laisserai toujours tenter, parce qu'il faut rester raisonnable à un moment donné. Voilà. Mais c'est vrai que parfois, on a tendance parfois à se laisser aller à des folies. Oui. Question très délicate. Alors, je ne vais pas dire que j'ai fait des folies, mais que ma femme ne le sait pas, parce que ce n'est pas vrai. Donc, je suis un collectionneur relativement raisonnable, c'est-à-dire que, bon, chez Ferraton, par exemple, qui fait régulièrement ses ventes, je vais voir l'exposition, bien sûr, qui précède la vente, et je me fixe un montant. Mais il est très vrai qu'il est très difficile lorsqu'on est tenté, j'ai la pièce qui manque, qu'on a absolument envie d'avoir, il est très très difficile de résister, mais ce qu'on pourrait appeler une folie, non, je n'en ai pas fait. Non. Alors, puisque vous disiez que la pièce la plus importante, c'est celle que vous n'avez pas encore, mais qu'en même temps, l'inventaire, contrairement à ce que je disais, semble quand même clos, puisque vous disiez qu'il y a 160
5. Oui, Voilà, c'est précisément. ce qui est dans son catalogue ici. D'accord. Numéro 165, Alors, c'est la dernière. que va-t-il advenir de votre collection? Où pensez-vous que sera votre collection dans 10 ans? Moi, Je ne vais pas vous embarrasser, mais la question, c'est peut-être plutôt, je vais peut-être la reformuler, une fois que votre collection sera complète. Mais complète, je pense qu'elle Si elle peut l'être. ne sera jamais complète. Parce que, pour le moment, Alechinsky est bien vivant, fête son 90e anniversaire. Il arrivera un moment où il va malheureusement disparaître, mais ce n'est pas ça qui va arrêter les expositions d'Alechinsky. Donc on peut imaginer le catalogue qui a l'air plus récent que le mien, qui est du même auteur. C'est le même. C'est le même, une nouvelle édition, mais D'accord. c'est exactement le même. Mais il n'y a pas de nouvelles affiches par rapport à celui-là. Pierre Alechinsky, quand il a... Excuse-moi, Oui. Pierre Alechinsky, lorsqu'il a édité son catalogue des affiches en 2004-2005, a dit « Je ne créerai plus d'affiches ». L'exposition, la très belle exposition qu'on vient de voir au centre de la gravure, il y a une affiche que nous trouvons belle, mais c'est la reproduction d'une œuvre qui est exposée. Il n'a pas créé une affiche pour la manifestation. La fois précédente, lorsqu'il est venu exposer au centre de la gravure, il avait créé une affiche pour les besoins. Donc, les vraies affiches, je pense que la toute dernière qu'il a créée après la publication de son catalogue, c'est celle-ci. Je vous salis ma rue. Je reviens, je fais la liaison avec ce que notre excellente guide a dit tout à l'heure. Voirie. Eh bien, ici, Alechinsky s'est amusé à, je dirais, presque à transformer « Je vous salue Marie »,« Je vous salue ma rue ». Voilà, ça c'est le style de Pierre, et c'est la dernière affiche qu'il a créée. Et je pense qu'il ne va plus en créer. Il avait bien dit à ce moment-là, mais je crois qu'il a clôturé. On sait, si on veut avoir la collection complète, on sait que, voilà, il n'y en aura pas des nouvelles. Voilà. Alors, pour répondre à la question, je n'ai pas de grands soucis à me faire. J'ai un petit-fils très intéressé par les choses de l'art qui a déjà décrété la collection de papy, c'est pour moi. Pour moi. Bien. Oui, moi, dans le même ordre d'idées, c'est un petit peu ce qui se passera probablement chez moi, à moins que les petits-fils disent « Oh, écoute, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup, tu sais, ça ne m'intéresse pas ». Alors, dans ce cas-là, il est fort probable que je donne ma collection à un musée, mais je ne sais pas lequel. Voilà. Et enfin, une dernière question pour ma part. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, parce que je voudrais rebondir sur ce qu'il vient de dire. S'il a un doute, il peut penser aux collectionneurs qui ont sûrement, par rapport à sa collection, des pièces manquantes. Une soudaine solidarité qui se dégage. Voilà. C'est très bien, je ne suis pas contre. Alors, une dernière question pour ma part, et elle s'adresse, enfin, je crois qu'elle intéressera tout le monde. Quel conseil, finalement, donneriez-vous à un collectionneur débutant? Je ne parle pas d'âge, mais un collectionneur débutant. Quel type de collection, quelle attitude adopter, comment faire? Je vais aborder le sujet pour commencer. Moi, je pense personnellement que, même si, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on est tous presque avec une volonté de collectionner des choses, on ne sait pas si plus tard, quand on sera adulte, on va collectionner les mêmes choses que celles qu'on aimait quand on était petit. D'abord, ça arrive, pour certains ça arrive, mais enfin c'est pas courant. Et alors, la vie nous apprend tellement, le chemin est tellement long pour nous amener à entrer en contact avec des objets,
des personnes, des intérêts pour certaines choses, qu'il est difficile de dire qu'un jour on deviendra collectionneur de quelque chose. À mon avis, c'est les circonstances de la vie qui font qu'à un moment donné, on récolte 1, 2, 3, 4 objets, on finit par les trouver de plus en plus beaux et on dit je vais poursuivre, c'est presque inconscient. Mais à un moment donné, on se trouve devant un nombre étonnant, on se dit mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, je vais vous donner mon expérience. J'ai accumulé beaucoup de pièces parce que je ne me suis pas limité à notre peintre favori, Pierre Alechinsky. Je me suis beaucoup intéressé à Jean-Michel Folon, je me suis beaucoup intéressé à ce qu'a fait Paul Bury, et je me suis beaucoup intéressé à ce qu'a fait le premier président mondial de l'association des graphistes, en l'occurrence Jacques Richer, et j'ai de belles collections de ces artistes. Alors, voilà, c'est très diversifié, et qu'est-ce qui pourra en advenir plus tard? Ça, on ne sait pas le dire. Voilà. Je ne sais pas si cela existe, mais peut-être a-t-on, dans la littérature, tenté de définir la psychologie, la personnalité d'un collectionneur. Et que peut-être on va retrouver des qualités. Je pense que il faut être ordonné, il faut avoir envie de bien classer ces affaires. Je pense qu'il faut rester raison gardée, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, les tentations sont quand même fortes. Je pense que d'emblée, ce n'est pas parce qu'un jeune devrait trouver un objet auquel il porte un intérêt certain qu'il faut nécessairement tout de suite l'engager à commencer une collection. Mais s'il persiste, il recherche ce même objet, ou des objets qui ont entre eux un lien. C'est ça, au fond, une collection, c'est de collecter des objets qui ont un lien ensemble et pour lesquels on attribue des qualités tout à fait subjectives, pour finir. Donc voilà, je pense qu'il faut être patient et ne pas encourager la personne immédiatement. Merci. Je ne parlais pas spécialement de jeunes, je vais bien préciser de collectionneurs débutants, donc ils sont déjà dans la démarche, mais bon, peu importe. Mais en vous entendant, me vient une autre question, et ce sera la dernière en ce qui me concerne. Collecter, donc, est-ce que c'est aussi un acte créateur? Parce qu'il s'agit effectivement de rassembler des choses, donc de constituer quelque chose, également un dialogue entre les œuvres qui ont été produites séparément. Donc voilà, est-ce que la collection peut faire office de création, quelque part, pour un collectionneur? Est-ce que c'est sa création, finalement? Et pour quelqu'un qui est collectionneur et artiste, comme vous l'êtes, du coup, est-ce que votre création n'est pas déjà une façon de vous constituer une collection? Et quel est le rapport entre ces deux collections, finalement? Est-ce que mon propre travail est déjà une collection? Dans la mesure où on ne vend pas grand-chose, ça devient évidemment une collection, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'elle m'inspire quelque part? Je suis pratiquement certain de pouvoir dire non. Je pense aussi que ce que j'admire dans le travail d'Alechinsky et qui a été très bien décrit par notre guide au centre de la gravure, c'est justement toute une série de choses que je suis totalement incapable de faire. Et que c'est ça que je retrouve chez Alechinsky. Déjà rien que ce geste extrêmement spontané est tout à fait différent de mon travail qui est beaucoup plus réfléchi, qui permet d'apposer des choses à coller, ça marche pas. Donc, mais qui repose sur la collecte en même temps aussi, votre travail. Oui. Mais, qu'est-ce que je voulais ajouter? J'ai perdu le fil de mes idées.
Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, mais par contre, où il est inspirant, par exemple aujourd'hui, en visitant les palimpsestes, je me suis rappelé que j'ai, on pourrait presque dire une collection, sauf que je n'y attache probablement pas d'intérêt, mais un nombre impressionnant de vieux papiers, qui sont des papiers de notaires, qui sont des factures, qui sont des choses, et qui sont là, que je n'ai jamais utilisés. Et l'idée, effectivement, le fait de visiter cette collection aujourd'hui, me rappelle l'existence de ces vieux papiers. C'est peut-être la seule chose que j'ai en commun avec Alechinsky, c'est le papier, pour finir, et va peut-être me donner l'envie de les utiliser, de les employer, en prenant bien sûr très attention de ne pas faire du sous-Alechinsky, quoi. Est-ce que c'est une création pour vous? Non, moi je ne pense pas que ce soit une création, mais c'est un immense plaisir. Et là, ma femme, une fois encore, peut en témoigner. Mes affiches sont pour l'essentiel bien rangées dans des fardes, comme Jacqueline Balthazar m'a appris à le faire. Mais très régulièrement, je sors mes fardes et je passe 2 heures à repasser en revue, mais ça fait des centaines de fois que je l'ai fait, et ça me procure un bien immense. Pourquoi? Parce que je suis amoureux non seulement des couleurs qu'Alechinsky utilise, mais je suis aussi amoureux du vocabulaire qu'il utilise. Alechinsky, il nous a familiarisés avec l'idée de serpent, avec l'idée, venant de Cobra bien entendu, avec l'idée de pelure d'orange. C'est Reinhold qui lui a appris, paraît-il. Toute une série de choses, les chutes d'eau ou les vagues méchantes ou très douces au bord de la mer, toute une série de choses comme cela qui font que Alechinsky a sa technique bien à lui. Et ça me réjouit chaque fois que je passe en revue ce que je détiens et qui vient de Pierre Alechinsky. Et pour aller plus loin, ce que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'est que lorsque je suis arrivé à l'âge de la retraite, je me suis posé la question, mais que vais-je faire avec mes affiches? Et je ne suis pas, ça a été évoqué au début de notre entretien, quelqu'un qui garde ses affiches pour lui, pour les cacher, pour ne pas les montrer. Et j'ai décidé d'organiser des expositions dans des centres culturels, dans toute la Wallonie, avec mes collections d'affiches. Et ça m'a procuré une joie immense. Et je pense que j'ai fait plaisir à ceux à qui j'ai pu montrer ces collections. Parfois, on tombe sur une déception parce que le succès n'est pas rencontré, mais 9 fois sur 10, quand on vous annonce des expositions, même d'affiches, de Pierre Alechinsky, de Paul Bury ou de Jean-Michel Follon, les gens s'y intéressent, les gens viennent voir, et vous découvrez le plaisir qu'ont certains, et en particulier les enfants et les jeunes, de se trouver en face d'une affiche qui leur parle, qui leur dit quelque chose. Ça fait un bien immense. Ça, je tenais à le dire. Merci pour cette belle démonstration que la collection, ce n'est pas seulement une fonction pathologique, mais même plutôt une fonction thérapeutique, finalement. Voilà, écoutez, pour ma part, je suis un petit peu à bout de questions, mais... oui. Je connais mon public, je sais que si on passe la parole, d'abord, il y a une règle au Délibule, Jean Cuvelier aura la parole, mais en dernier. Parce qu'il est venu avec un tube, donc je suis sûr qu'il a quelque chose à dire. Avant ça, parce que si je lui laisse la parole, c'est fini, on ferme à 7h30. Non, tu ne prendras pas la parole? Ça m'étonne. Juste une chose, je voulais, avant de passer la parole au public, et pas à Jean, puisqu'il ne le veut pas aujourd'hui. Ah.
D'accord. Je voulais évidemment remercier la province de Hainaut. Vous avez vu, on vous a un petit peu obligé à parler dans le micro, mais ça nous intéressait d'archiver, puisqu'on est un centre d'archives, cet entretien, et notamment aussi parce qu'on apprend des choses sur Pierre Alechinsky, qui est un des collaborateurs fondamentaux du Délibule, je l'ai évoqué tout à l'heure, et donc le service audiovisuel nous invite à installer les micros et les enceintes, donc ça je remercie. Je voulais, avant de commencer, passer aux questions, je voulais qu'il fasse une petite démonstration. C'est-à-dire, puisqu'on est ici dans la collection et que finalement on a entendu parler mais on n'a rien vu, ici en fait on avait préparé avec l'aide de Jacqueline un présentoir avec des affiches d'Alechinsky. Alors je le sais, Joseph et Francis ont toutes ces affiches qui sont ici. Ce sont des affiches que Jacqueline, non pas du tout comme collectionneuse qui cherche à avoir toutes les affiches, mais dès qu'une affiche est sortie, elle a toujours le réflexe d'aller en prendre une partie. Et c'est pour ça que chez Jacqueline, il reste des affiches d'Alechinsky, parce qu'elle a toujours été, soit chez l'imprimeur, etc., en disant ça sort, je les prends, je vais sur les marchés de la poésie, je les ai avec moi. Donc elle a toujours eu ce réflexe-là. Ce qui fait qu'évidemment, au fil des temps, il y a des affiches qu'on ne trouve plus que chez Jacqueline et qu'on ne trouve même plus chez les imprimeurs. Donc ça, vraiment, c'est une chose tout à fait étonnante. Et alors, je voulais demander tout simplement d'abord à Francis, dans les affiches ici, donc lui, il les a toutes. Ici, il y a à peu près encore des affiches qui seront d'ailleurs possibles d'acquérir aujourd'hui spécialement. Quelle est l'affiche dans celle-ci, en feuilletant, que tu aurais choisie aujourd'hui, si tu avais la possibilité? Par exemple, tu ne les as pas. Laquelle tu aurais choisie ici, dans celles qui sont proposées, et pourquoi et sur quel motif? Et je demandais la même chose après à Joseph. Donc je répète, il les a, hein, on est sûr. Autrement, on aura assisté à une foire d'empoigne. Je le dis, et je vais le laisser continuer, parce que j'ai remarqué qu'effectivement, les collectionneurs sont attirés par plusieurs choses. Donc Joseph disait le serpent. J'ai remarqué des personnes qui venaient chercher les affiches uniquement parce qu'il y avait des cartes marines, uniquement parce qu'il y avait des cartes marines des Pays-Bas. Il y en a d'autres uniquement parce qu'il y a des volcans. Il y a certains qui ne s'intéressent aux affiches qui n'ont que 3 passages couleurs, pas 2, pas 1, seulement 3 passages. Il y en a d'autres qui s'intéressent aussi aux affiches, alors ça c'est Jacqueline qui m'a expliqué, qui s'appellent avant la lettre. C'est-à-dire qu'il y a le tirage et vous n'avez pas encore l'impression typographique du lieu, Amsterdam, etc. Donc l'affiche, avant qu'elle soit munie de caractères typographiques. Il y en a d'autres, et ça c'est plutôt Joseph qui m'a dit aujourd'hui, cette affiche est très belle. Ah non, ça je ne vais pas dire, parce qu'à mon avis il va prendre celle-là. Parce qu'il y a un autre critère. Et on peut sortir de l'affiche. Par exemple, au marché de la poésie, une personne s'est ruée sur une pocket volante, société de personnes. Et je lui dis, vous connaissez l'auteur? Il me dit, non, pas du tout. Je dis, pourquoi est-ce que vous l'achetez? Parce que je collectionne tout ce qui commence par Société 2. C'est laquelle? J'ai l'impression de tomber dans une embuscade. Je vais choisir celle-ci, elle est hyper connue. Hein. Ce n'est pas une affiche rare, mais elle résume assez bien. D'abord, c'est un retenir. Voilà. Donc, c'est très récurrent hein, comme dessin de l'affiche. On la retrouve et très typique du travail d'Alechinsky. Je trouve que tout y est. Hein. Il y a les margelles, il y a cette féerie des couleurs, même si ici il y a beaucoup de noir. Il y a l'écriture, il y a le texte. Donc, si je devais débuter, j'aurais probablement pris celle-là, tellement il y a de choses qui font partie de la palette d'Alechinsky. Il ne faut pas donner tous ces tuyaux. Hein. À toi. Mais avant de me soumettre à cette obligation, qui n'est pas une contrainte, je vous rassure, je voudrais vous lire un tout petit passage d'une lettre qu'André Breton a écrite à Pierre Alechinsky en 1963. Il dit ceci: « Ce que je goûte le plus dans l'art
est ce que vous détenez, vous, Pierre Alechinsky. Ce pouvoir dans l'assement des courbes, ce rythme de toute évidence organique, cet heureux abandon de femme que vous obtenez des couleurs et de la lumière. Je trouve ce texte éblouissant pour définir l'art de Pierre Alechinsky. Voilà, ça je voulais vous en faire bénéficier parce que ça m'a frappé en le lisant. J'ai relevé la même chose, mais à propos des textes écrits par Pierre Alechinsky, qui est aussi un bel écrivain, le jugement de Louis Aragon à propos de Pierre Alechinsky. Mais je ne vais pas vous le lire parce que sinon on va passer beaucoup trop de temps. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on me demande de choisir ? Si tu n'avais pas une de ces affiches-ci, si tu n'avais pas une de ces affiches-ci, déjà dans ta collection, laquelle aurais-tu choisi en premier lieu ? Et pour quel motif ? Ou justement parce qu'il y a un motif. Ça demande plus de réflexion, puisque parmi 140 et quelques... Je vais peut-être étonner certains d'entre vous, mais les critères qui sont les miens m'amènent à choisir celle-ci, mais il y en a plein d'autres là que j'aurais pu choisir. Et le critère principal pour moi, c'est une affiche d'artiste. Elle a une plus belle apparence, elle est beaucoup plus valable pour moi lorsqu'elle est complètement dessinée ou peinte par l'artiste. Ici, on n'a pas utilisé de caractère d'imprimerie pour dire que c'est à Roland-Garros que ça se passe. C'est Pierre qui a dessiné les mots Roland-Garros. Tout est de sa main. Alors, j'aime beaucoup cette affiche aussi, même si ce n'est pas en termes d'harmonie de couleurs la plus belle à laquelle je tiens, c'est qu'il a repris pour cette affiche son art de nous raconter des histoires autour de l'affiche. Il a fait des remarques marginales, comme il les appelle. Ce ne sont pas uniquement des prédelles, mais ce sont des remarques marginales. Et il fait évoluer, comme dans ces remarques marginales, il fait évoluer la balle de tennis en fonction de son évolution. Voilà, je trouve que c'est un bel objet, bien fait, et comme il le soulignait tout à l'heure, comme Madame le soulignait tout à l'heure avec beaucoup de justesse, en plus d'avoir fait des remarques marginales, il a souligné par des petits pointillés la totalité de son affiche. C'est une belle affiche, mais ce n'est pas la plus précieuse, ça je suis d'accord, mais j'ai pu exprimer en montrant celle-ci ce qui, chez moi, compte beaucoup dans les affiches. Quand je peux trouver une affiche d'artiste qui est entièrement réalisée de la main de l'artiste, elle a plus de valeur que toute autre pour moi. Voilà. Merci. Maintenant, vous allez pouvoir savoir ce que vous allez pouvoir échanger entre vous selon les critères différents. Je vais juste repasser par ici. Donc, je ne sais pas si vous préférez répondre à une question ou vous ne voulez plus répondre en la présence de votre avocat ou qu'en présence de votre avocat. Si certaines personnes souhaitent poser des questions, c'est bien volontiers qu'on y répondra. Sinon, de toute façon, on vous avait promis un petit verre aussi. Il sera là. Peut-être que ça se fait plus facilement en soliloque. On va dire comme ça, un colloque singulier entre collectionneurs et vous-même. Donc, n'hésitez pas à les aborder. Je les remercie parce que c'est un exercice qui n'était pas facile, y compris pour Francis Vloebergs, bien sûr, puisqu'il expose aussi Metz et il va parler d'une œuvre de quelqu'un d'autre, de Pierre Alechinsky, qui fait partie de sa collection. Je voulais remercier aussi, évidemment, Joseph Libion de s'être prêté à l'exercice
et aussi de nous prêter aussi à nous de temps en temps. Quand on a fait une exposition sur Jacques Richer et encore sur la photographie des libules, on a téléphoné à Joseph en disant « Est-ce que par hasard ?» Quand il dit quand même que il n'y a pas de dommages collatéraux, ils sont quand même un petit peu obligés d'acheter un deuxième appartement rien que pour la collection. Mais il n'est pas le seul dans le cas, puisque j'ai rencontré un grand collectionneur de Michel Legel de Rode, qui est face à la mer à Oostdunkerque, et qui a effectivement un appartement dans lequel il vit et un appartement où se retrouvent les milliers de lettres de Gelderode. Donc effectivement, c'est M. Roland Beyen qui est une sommité. Donc voilà, ça peut aller jusque-là. De pouvoir choyer et loger sa collection. Donc je voulais évidemment fortement remercier Daniel van der Gucht d'avoir animé le débat et d'avoir posé les questions à la fois essentielles et aussi d'avoir titillé les collectionneurs là où ça leur fait du bien, et de voir aussi qu'effectivement c'est tout à fait un plaisir pour le Centre des Libules d'accueillir cette conversation. Je termine pour dire que le catalogue de la Biennale Artour est consacré justement à cette thématique de la collection et du collectionneur. Qu'ici, je remercie beaucoup Jacqueline Balthazar, Bruno et Catherine d'avoir permis de sortir. Vous pourrez les compulser, regarder les affiches qui sont sorties la fameuse armoire à plan qu'évoquaient à la fois Francis et Joseph pour l'occasion. Nous n'avons pas fait publicité, c'est simplement pour les personnes qui assistaient ici qu'elles avaient la possibilité de voir encore ces affiches ici aujourd'hui. Et alors, je vous invite aussi à continuer à bien regarder les activités du Délibule. Et là, une femme étendue. Si j'y arrive. Un autre grand collaborateur du Délibule, c'est Segui, évidemment Antonio Segui, qui nous a vraiment fait le plaisir, vous comprendrez pourquoi je fais le rapport, d'illustrer, Alechinsky disait ornementer le texte d'André Balthazar, Le passé mélangé, qui est un manuscrit qui a été retrouvé dans ses archives et autour duquel il y avait une bandelette pour Antonio Segui. Alors Antonio Segui, c'est la dernière publication du Délibule. J'en parle parce que non seulement il a fait des dessins pour pas 10 mais 52 pour ce très beau texte d'André, mais parce qu'il a fait aussi un texte, il a tiré un dessin qui a permis de faire un exemplaire de tête, un exemplaire de luxe que vous pouvez voir avec une aquarelle tout à fait magnifique, qui a été d'ailleurs reproduite par les ateliers Claude Bramsen, voilà, et Bramsen étant un des typographes et lithographes préférés d'Alechinsky. Généralement, vous verrez la mention parmi les plus belles, je pense, sur les affiches de Pierre Alechinsky. Et justement, par rapport à l'idée de rendre hommage aussi à Antonio Segui, Antonio Segui est là, il nous a fait plein de confidences au dernier marché de la poésie dans le cadre du film sur le Délibule, mais il exposera à la Fondation Folon. Je crois que c'est en septembre, mais c'est à la rentrée, en octobre. En octobre, la Fondation Folon, puisque Joseph Libion est à la fois membre du comité scientifique chez nous, mais aussi actif à la Fondation Folon. Et là aussi, on fera quelque chose autour de ce livre avec la Fondation Folon. Et peut-être un petit scoop, Jacqueline, un petit scoop entre Alechinsky et Balthazar. Voilà, un scoop. Ah oui, c'est vraiment un scoop. Quand j'ai rencontré Pierre Alechinsky lors du vernissage du Centre de la Gravure, j'ai évidemment parlé avec lui, c'est un ami, nous nous connaissons déjà depuis très longtemps, et je lui ai demandé ceci: Pierre, puisque tu as ornementé, justement, c'est André qui ne voulait pas dire illustrer, mais ornementer un livre. On n'illustre pas un livre, on l'ornemente, on le fait avec quelqu'un. Alors je lui ai demandé, puisque tu as fait le premier avec André, qui s'appelle La personne du singulier, est-ce que tu serais d'accord d'ornementer un des derniers? Parce que dans les archives, j'ai encore trouvé des textes inédits d'André Balthazar. C'est comme ça que je continue le Délibule, mais après ces textes-là, je crois que le Délibule pourra fermer la porte, parce qu'il faut une fin à tout, malheureusement, et il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Voilà, je vous remercie. Merci, Catherine.
voilà, pardon. Oui, et j'en termine là. Oui, parmi les surprises évidemment qu'on trouve encore dans les archives et chez Jacqueline en particulier, lors de la dernière exposition Paul Bury, rétrospective au Palais des Beaux-Arts, on a retrouvé ce manuscrit La Flèche et l'escargot de Paul Bury, qui était reproduit ici à 150 exemplaires. C'est un exemplaire de démonstration. C'est un tapuscrit. Et alors, on va peut-être pouvoir même dire que c'est un colustri, parce que tout est affaire de collage entre des flèches, des escargots et des textes qui ont été effectivement découpés et collés. Donc on peut lancer le mot de colustri, je ne sais pas si il est là, il est adopté. Donc 150 exemplaires à 75 €. Il y aura une couverture, donc celle-ci c'est une couverture numérique de démonstration. Voilà des perles que l'on trouve dans les archives, et il y a des bulletins de souscription qui attendent ceux qui sont intéressés, celles et ceux qui sont intéressés à l'entrée. Là-dessus, j'en termine parce qu'on a soif, il fait chaud, le retour du beau temps est là. Donc n'hésitez pas à trouver les collectionneurs qui vous répondront peut-être à vos questions. Certainement, je pense. Et je suis heureux aussi d'avoir provoqué une rencontre. Tout le monde en avait très très peur, mais je crois que ça se terminera bien. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, merci à Daniel. Et puis, le bar est ouvert. C'est trop méchant, c'est très bien. Il a réédité celui-ci il y a 2 ans, parce que celui-là était épuisé. Et alors il l'a fait en un format beaucoup plus petit, beaucoup plus maniable et moins luxueux. Mais sauf ceci. Ça c'est la dernière affiche qu'il a fait. Il y a quelque chose en plus que vous n'avez pas dit dans cette affiche. Sans doute. Moi, j'y vois quelque chose de plus. Ah oui, mais sans doute, hein, oui, vous avez sans doute raison. Regardez. Là, Ça c'est un œil, c'est 2 yeux. 2 yeux et le nez. Vous avez raison. Maintenant que vous le précisez, je le vois bien. Tout à fait. Et ici, on a un escalier en quelque sorte. Qui permet... Oui. Et là c'est flagrant. Mais hein. c'est vrai. Avec les très vrai. sourcils Oui. et le nez. C'est bien les yeux d'Alechinsky dans beaucoup de ses œuvres. Voilà. Bravo. C'est un peu comme dans une auberge espagnole. Oui. On y trouve ce qu'on voit, ce qu'on y apporte. On y apporte, tout à fait. C'est bien. Merci en tout cas. Mais quand même aller voir. Bon ben voilà. Et vous allez faire une exposition de vos affiches. Pardon? Vous allez faire